on va passer au docteur Mamo Moussa Diaw, qui est aussi écrivain à ses heures perdues. Donc, comme nous disions tout à l'heure, vous publiez aux éditions Phénix votre deuxième roman, qui s'intitule Châtiment. Donc, c'est un peu l'histoire d'un talibé qui traverse beaucoup de difficultés, c'est vrai. On voit des histoires parallèles, surtout d'un talibé et aussi d'un ressortissant français qui vit à Sali et qui se rencontre. Moi j'ai beaucoup aimé vraiment ce roman, parce que c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de romanciers, mais là c'est vraiment une écriture sans concession, une écriture très précise. Je sais que peut-être vous n'êtes pas chirurgien, mais il y a une certaine précision chirurgicale, une écriture très détaillée. C'est vraiment un roman qui est très très bien écrit, parce que vraiment une fois qu'on est dedans, on est complètement happé, parce que c'est vrai que c'est peut-être des histoires qui sont tristes, comme peut-être le laisse entendre le titre et même la couverture. On se dit peut-être que c'est des histoires tristes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires assez tristes dedans, mais n'empêche que lorsqu'on est dedans, on est complètement happé. Depuis quand vous avez commencé à écrire? Merci beaucoup. Donc vraiment c'est un plaisir pour moi effectivement d'être là, partager avec les gens ce qu'on a écrit dans ce livre. L'écriture, comme j'ai eu souvent à le dire, en fait j'ai commencé à écrire avant d'être médecin. Donc déjà à 14 ans, 15 ans déjà, j'avais commencé à écrire effectivement sur un cahier. Donc tout ce que j'avais, les événements de la famille, tout ce que je ressentais. Et ça c'était quand j'étais en Mauritanie. Et malheureusement c'est à cause des événements que j'ai perdu ces documents-là. Parce que durant les événements, vous venez seulement avec vos habits et puis vous traversez le fleuve. Donc en 89, vous aviez 14 ans, je pense. 14 ans, 15 ans, 14 ans, 15 ans. Donc vous avez fait vos études au Sénégal? Oui, j'ai continué mes études au Sénégal, mais j'ai commencé en Mauritanie. J'étais déjà au collège, en deuxième année du collège, c'est cinquième. Donc en 90, moi j'ai quitté la Mauritanie un an après les événements. Donc nous sommes restés un an après les événements. C'est justement quand j'ai quitté, déjà il y avait eu beaucoup de problèmes. Donc avec les parents qui étaient militaires dans l'armée mauritanienne et qu'on ne voyait plus. Et quand avec la manière qu'ils ont mise à nous mettre dehors encore, et quand j'ai traversé le fleuve, vraiment, je me suis décidé, j'ai dit non. J'avais écrit quelque chose, je l'ai perdu, mais là, je vais témoigner. Il faut que ce qui s'est passé, que ce soit dit, il faut le dire à tout le monde. C'était le sujet de votre premier roman, je pense, voilà, les otages qui retracent un peu l'histoire des réfugiés mauritaniens. Maintenant, depuis ce premier livre quand même, que j'ai commencé à lire, j'ai témoigné sur une situation. Par rapport maintenant à mon expérience, à ma formation de médecin, j'ai eu justement à rencontrer, à être confronté à des problèmes tenus par le secret professionnel que je ne peux pas dire comme ça, parce que ça concerne à une personne telle. Mais j'ai dit que non, c'est des histoires qui se passent dans un bureau, dans 4 coins dans un bureau. Il faut que ça sorte. Il faut bousculer les gens un peu, qui sentent qu'il y a quelque chose qui se passe à côté d'eux. Il ne faut pas qu'ils voient derrière l'enfant qui est là, juste un pot de tomate qui est là, quelqu'un qui mendie. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette mendicité? Mais là, est-ce que vous n'êtes pas allé un peu trop fort là? Parce que vraiment, là, moi, on va peut-être pas dévoiler la trame du roman, mais moi, Seydou, vraiment, je pense qu'il aurait pu avoir un autre sort là. Je pense que vous y êtes allé un peu trop fort. L'histoire est un peu trop triste. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui lui arrivent. Pourquoi vous avez voulu être aussi pessimiste? Peut-être c'est à cause des événements que vous avez vécus. Non, c'est pas du pessimisme, parce que j'ai eu la chance quand même, déjà à Rosso, avant d'aller à l'école. Vous savez que moi, en Mauritanie, déjà pour aller à l'école, il faut 7 ans dehors. Donc vous avez le temps de faire l'école coranique, c'est comme ça qu'ils l'ont organisé. Mais l'école coranique que j'ai fréquentée déjà à Rosso, l'école de Tianou Moussaba par exemple, il y a des choses que j'ai décrites ici que je voyais. Déjà, parce que là, les descriptions sont tellement précises. Voilà, c'est des choses, voilà, je ne peux pas aller les imaginer. Au contraire, moi je vous dirais par exemple que j'ai eu à réduire certaines choses pour ne pas trop heurter aussi. Comme vous pensez déjà à être pessimiste, non. Il y a des situations, par exemple l'enfant Saïdou. Moi j'ai vu un enfant plus petit que lui, qui a 5 ans, et que j'ai vu ici à la clinique dermatologique quand j'étais avec le professeur Mamtianodien, qui est actuellement en ce moment j'étais en 7e année. Et c'est des enfants que nous avons reçus avec justement ces légions que j'ai décrites ici. Pour dire que justement c'est ça, cette vision-là que je veux que les gens aient. Qu'ils ne pensent pas que c'est justement de la fiction seulement, mais c'est des choses réelles.
Je vous dis, pour ne pas aller trop loin, oui, il y a certains qui sont là actuellement. Les abus qu'on voit, mais est-ce que ça, vous pensez que c'est des choses qui se passent vraiment? Justement, parce que quand un enfant présente certaines lésions dermatologiques que vous voyez au niveau de l'anus par exemple, ces végétations vénériennes, c'est exceptionnel que ce soit autre chose que ça. Et des fois même, il y a eu des soupçons. J'étais avec le professeur, je voyais sa tête. Mais moi, j'ai dit que bon, moi peut-être je veux sortir dans un autre cadre et le dire. Et vous, en tant que médecin praticien, vous pouvez rien faire Rien faire en dehors de suivre comme le docteur Fadma. Non, mais il n'y a pas de conseiller, enquêter. Oui, parce qu'un peu dans le roman, on voit que peut-être le médecin, lui, c'est une femme, elle essaie, elle, d'alerter les autorités ou bien essayer de porter. Vous ne pouvez rien faire, vous, en tant que médecin, vous ne pouvez pas prévenir des organismes, vous ne pouvez pas prévenir les autorités quand vous voyez certaines choses. Oui, souvent, c'est la loi. Mais, à un certain âge, l'enfant, on doit nous informer des autorités par rapport à des situations d'abus, par exemple. Maintenant, je vous donne par exemple le cas de cet enfant, Seydou, par exemple. Par rapport à l'enfant qu'on a reçu à Dantec, par exemple. Cet enfant, on a fait toute l'enquête. Il venait de Mbour, cet enfant-là, justement. Il venait de Mbour, on a fait l'enquête autour de lui. Mais déjà, l'entourage du milieu médical, tout ce qui était là, il soupçonnait déjà l'oncle qui amenait cet enfant-là. Parce que chaque fois, c'est comme si lui qui était un verrou. Et souvent, quand vous passez ces informations, souvent, ça se perd. Je vous dis autre chose. J'ai eu à servir dans des villes religieuses. Actuellement, il y a des gens qui sont là en train de faire des prêches. Et ces gens-là, moi, personnellement, je ne dis même pas quelqu'un d'autre. Personnellement, j'ai reçu des enfants qui ont eux-mêmes frappé jusqu'à ce que ces enfants ne puissent même pas se coucher. C'est des descriptions qui sont là. Donc vous imaginez l'environnement, ce que vous tenu par le secret. Nous, ce que nous pouvions faire, c'est de prévenir, de leur demander par exemple de fournir un cahier, la liste des enfants, pour qu'ils puissent au moins bénéficier des soins gratuits. Ensuite maintenant, par la sensibilisation, leur entourage essayer de toucher un peu. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est ça qui nous pose problème. Maintenant, puisque nous, en tant que médecins, nous sommes coincés dans un petit coin, avec les mains un peu liées souvent, parce que quand vous demandez un dossier, vous donnez des informations, s'il n'y a pas de suite, vous ne pouvez rien. Souvent même, c'est les associations même de la société civile, quand il s'agit de filles qui ont été un peu violentes, parce que là, on décrit le cas des garçons. Mais souvent, des filles qui vivent dans l'environnement même des familles maraboutiques. Souvent, les gens essaient de cacher cela. Vous tombez sur des cas-là et vous êtes complètement désarmés. Vous revenir sur ça, parce que je pense que c'est très important. Moi, il y a aussi quelque chose que j'ai noté, c'est un peu vous donnez une certaine maturité, une certaine sagesse à vos personnages qui n'ont qu'entre 10 et 12 ans. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez que des enfants de cet âge qui ont une certaine perception du bien et du mal, une certaine perception, je dirais même parfois du droit islamique, à leur âge, bon, peut-être que, comme vous me direz que votre personnage, il est fils de marabout et vous avez précisé que son père lui inculquait aussi, il lui donnait des cours de fiqh, je pense, qui est le droit islamique, qui dépassait son niveau. Mais je pense parfois que vraiment il y a des passages où on a l'impression d'avoir affaire à un adulte, tellement l'enfant est mature et il connaît plein de choses. Effectivement, ça même des amis mauritaniens on peut reprocher, parce que moi quand j'écris souvent, j'envoie souvent... parce que là parfois je me dis que vous vous mettez à la place de l'enfant, vous, un adulte de je vais revenir là-dessus, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai fréquenté l'école coranique sans être talibé résident. Moi j'étais chez moi, j'ai rentré. Mais vous voyez même le niveau de formation, la différence selon, et je pense que le milieu alpulaar il connaît cela. Donc les élèves, les fils, les enfants, les fils du marabout, ils ont une formation à part. Ils ont une formation à part, mais cela n'empêche pas. Cela n'empêche pas, par exemple, à l'enfant d'avoir un comportement enfantin. Vous avez vu le fils du marabout, bien qu'il a été très bien formé, mais dans son comportement, c'est un comportement d'enfant qu'il a ressorti. Et souvent, c'est ça, cette dualité qui existe. Avec ces connaissances qu'on leur donne, c'est pourquoi Seydou, des fois, il se disait, est-ce que lui, il était apte à recevoir ces connaissances-là? Est-ce qu'il devait recevoir ces connaissances-là? Parce que ça a dépassé, en fait, son âge. Niveau. Tout à fait. Mamoudou Sitonkara. Oui, moi, j'ai lu votre ouvrage. Et j'y ai vu que c'est pas sur la forme,
Est-ce qu'ils vous ont montré toutes les fautes d'orthographe, de grammaire que ça recelait? Vous les avez vues, vous? Oui, effectivement. Okay. Pourquoi l'éditeur, vous avez travaillé avec lui, pourquoi il a laissé passer toutes ces fautes-là? Non, c'est juste un problème très simple. Que là, comme vous avez vu, c'est un livre qui a été édité aux États-Unis. Eux, ils ont des machines en anglais. Ah. Et souvent, même les accents, tout ça s'envole. On l'a vraiment reproché. Et je pense que la réédition, ils avaient prévu d'envoyer ça en France pour que ça soit que les corrections. Moi-même, je mettais des corrections et je me retrouvais avec des accents qui s'envolaient parce qu'eux, ils avaient des machines effectivement. Bizarrement, il n'y a pas de problème d'accent. J'ai pas vu. J'ai juste vu que des fois, ils mettaient des guillemets anglais et non des guillemets français. Comme je vous l'ai dit. Mais pour ce qui est de l'orthographe, la grammaire, par exemple, les populations s'étaient déplacées. Bon, déplacé, c'est pas IENT, quoi, c'est accent aigu, genre. Et je sais pas, ça diminue pour moi la valeur d'un ouvrage qui pourrait être, par exemple, à l'État, cet ouvrage ne vaut pas être admis à l'école parce qu'on ne va pas enseigner à nos enfants des ouvrages qui ont des fautes d'orthographe et de grammaire. Donc je pense pour la réédition, il faudrait que nos frères américains là... Ah non, vous avez dit que vous allez envoyer ça en France. C'est eux qui vont envoyer ça en France. Ok, très bien. Alors, maintenant, je ne sais pas, moi, votre style, vous voulez faire un roman, en même temps vous décrivez la réalité concrète, mais vous la décrivez de manière non romanesque, de manière brute, brusque, et souvent vous faites dans le cliché. Okay? Par exemple, pour vous, la circoncision, peut-être que c'est un supplice, okay? Le lieu où on le fait... Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais attendez, ne quittez pas. Page 35. Ok, vous dites la meilleure orientation qu'il pouvait obtenir se trouvait sur les lieux du supplice au moment de passer sur la table. Ok? Et vous enfoncez le clou, vous dites, ils savaient tous qu'ils étaient dans l'antichambre du supplice. Le fait de dire que c'est un lieu de supplice n'en fait pas un supplice. Parce que dans la description, on voit bien que c'est sans douleur quand même. Voilà. Oui, mais justement, en faire un lieu de supplice, déjà, peint la chose en noir. L'enfant qui va entrer là-bas, c'est un secret, c'est un mystère pour lui. Et je pense que vous serez très à l'aise de vous trouver dans cette ambiance. En réalité, si vous avez lu cette partie, je suis sûr que vous avez aimé. Parce que vous êtes retrouvé dans votre environnement de circoncision, non, moi je ne suis pas circoncis comme ça. Non. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Non. Ça c'est sûr. Moi, honnêtement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais pour les enfants aussi, je pense qu'il y avait l'anesthésie, il y avait l'infirmier, je pense que ça s'est passé sans douleur. C'est pas une circoncision à la traditionnelle. Comme un supplice, moi je pense que c'est un tout petit peu caricatural. Et vous, pour vous aussi, l'excision c'est un forfait. C'est comme ça que vous le décrivez. Et bien sûr... J'ai parlé d'excision? Oui. Dites que l'excision, c'est un forfait. Le lieu de leur forfait, ils vont le faire là où ils font l'excision. Et vous parlez des daras, bien sûr. Et les daras, pour vous, le dara de Thierno, là, c'est un lieu sinistre, un univers d'anarchie, d'injustice et de violence. C'est un lieu de maltraitance. Quel versant dara? Versant dara des talibés ou bien versant de chez le marabout? Parce qu'il y a deux environnements qui sont extrêmement différents, donc vraiment complètement aux antipodes. Oui. Il y a exactement le versant d'Ara chez les talibés où ils vivent avec la suie et cette image effectivement noire. Et le domicile des médecins, le domicile du marabout, excusez-moi, des formations professionnelles. Je parle du Dara, là où sont les talibés. Là où sont les talibés. Là, vous dites que c'est un univers d'anarchie. Il y a un bâtiment en construction, comme d'habitude. Un univers d'anarchie, d'injustice et de violence. Et c'est un lieu de pédophilie, où aussi bien Ousmane Diallo que Seydou ont eu à subir les assauts du receveur et de ses acolytes. Vous dites que c'est un univers hypocrite et mensonger, où les talibés sont là juste pour nourrir le marabout, sa famille et ses assistants. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que vous n'avez pas vécu dans un dara. Vous avez fréquenté un dara en externe. Et moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a vécu
dans un Dara, en interne, qui est sorti et qui en fait une telle description. On dirait que c'est une description cliché qui vient de quelque part, ok, mais en tout cas, ceux qui ont vécu ça, moi personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a vécu dans un Dara et qui l'a regretté. Okay. Et l'exemple le plus patent, c'est Cheikh Hamidou Kane, okay, qui décrit son Dara dans l'aventure ambiguë, okay, et qui lui-même plus tard, jusqu'à aujourd'hui, dit que la formation qu'il a eue, la solidité de son expérience a été teintée par ce qu'il a vécu dans son Dara. Donc, on dirait que vous prenez des clichés qui sortent de, je sais pas, des clichés très occidentaux, ok, et vous les assénez comme ça, de manière non romanesque du tout, et ça, j'ai trouvé que c'était une faiblesse, parce que cela ne correspond pas avec la vision que ceux qui ont vécu dans les Dara en ont. Bon, ça c'est vous qui êtes en train d'interpréter leur vision. Vous savez, on est dans une société où on est formé à ne pas dire ce qu'il y a dans la maison. Ça, c'est notre formation que nous recevons. Et d'ailleurs, ça fait partie même de notre formation d'homme. Même l'initiation, la case de l'homme et tout ça, ce qui se passe dedans, on ne le dit pas dehors. Souvent, je vous dis, par exemple, moi, en tant que médecin, j'ai seulement eu, par exemple, un enfant qui refuse justement de rentrer tout simplement parce que, au début, il ne pouvait pas le dire à sa maman. Sa maman, juste, même pas par le fait que je suis médecin, mais parce qu'elle était habituée, je la suivais de temps en temps, ensuite elle venait. Elle m'a dit, mais, voilà ce qu'il y a là, il ne faut pas nier. Et quand j'ai enquêté, il m'a dit, arrête, c'est un garçon de 12 ans. Tout simplement parce que lui, il dit qu'en fait c'est son oncle. Qui abusait de lui. Voilà. Donc ça, la situation, celui-là. Si ce n'était pas, par exemple, moi, dans mon tact, peut-être un peu de passage en psychiatrie, qui lui est permis de s'ouvrir à cela, de chercher vraiment en profondeur, ou bien cette confiance qu'il a eue en moi. Il n'allait jamais me le dire. C'est exactement notre société. Actuellement, vous avez vu, il y a beaucoup de scandales qui éclatent. Maintenant, on commence à dire, oui, tel marabout a été condamné pour ça, pour ça. Ça n'a pas commencé maintenant. C'est presque maintenant ça a été médiatisé. Mais ça a toujours existé. Alors, et le médecin, justement, lui qui va faire les soins, parce que, quel que soit l'habit que vous allez faire par rapport à un enfant, il faudra le soigner. Et c'est justement la position du médecin maintenant de pouvoir soigner cet enfant qui peut recueillir, parce qu'on lui donne des soins, recueillir des témoignages, d'autres choses. Alors, est-ce que vous êtes conscient que ce que vous décrivez ici de négatif sur les Dara, on peut parfaitement retrouver ça dans l'école occidentale? Bien sûr. Ok. Même dans les couvents. Même dans les couvents. Ok, oui. Très bien. Avec des pères pédophiles. Oui. Des pères pédophiles, tout ça, c'est vous qui vous en avez vu, vous? Non, j'en ai pas vu, mais je suis les médias quand même. Je suis les c'est dans les médias, très bien. Voilà. Parce que moi, je n'en ai pas encore. Donc, je ne sais pas, il y a beaucoup de clichés comme ça. Par exemple, pour vous, les banques, c'est des vampires. Le Premier ministre va apprécier. C'est un banquier. Vous confirmez? Je confirme. Que les banquiers sont des vampires? Je confirme. Très bien. Alors, vous parlez de 3 anciens premiers ministres du Sénégal qui ont fait la prison. Qui sont-ils? 3 anciens premiers ministres. Oui. Non, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est vous-même qui me l'avez appris par la presse. Non, c'est vous qui le dites là. Mais vous commencez depuis 62. Oui. Il y a quelqu'un qui est dedans. Oui. Vous revenez en 2004. Il y a quelqu'un d'autre. Hein? Après, quelqu'un qui n'a pas duré, qui est devenu président actuellement. Ça fait 3. Est-ce qu'il... Non, vous dites à la page 159 qu'il y a, depuis l'indépendance, 3 anciens premiers ministres ont croupi en prison. Oui. Mais vous en avez cité 2? Non, j'ai cité 3. Ah, il a cité les 3. Et qui est le 3e? Qui est l'actuel président de la République? Macky Sall. Ah, il a fait de la prison. Il a fait de la prison, vous avez oublié. Non. Vous osez oublier? Non, il n'était pas là. Non, ce que je dis, vous avez dit que 3 anciens premiers ministres ont croupi en prison. Oui, je confirme. C'est l'histoire, ça, c'est pas moi, c'est l'histoire. Et vous dites que ces anciens premiers ministres ont croupi en prison, pourquoi? Non, je n'ai pas dit pourquoi. Ah, seulement dit qu'ils ont fait en prison. Moi, je ne suis pas magistrat. Okay. Moi, en 62, il vous a dit les dates. Mais 62, et Macky Sall a fait la prison. C'était quand? Tu n'étais pas là, toi? C'était où? En tout cas, c'est après 2007. C'est vers les années 2000. Il était en prison? Non, avant, c'était pendant la période avec le président Wade, je pense. Macky Sall a fait la prison. Vous êtes sûr? Bien sûr, c'est vous-même qui l'avez appris à travers la presse. Ah bon? Alioune Ndiaye, tu confirmes? Macky Sall a fait la prison? Non, il faudrait que je vérifie. Mais Macky Sall il y en a tellement
qui ont fait la prison avec Abdoulaye Wade, il faudrait que... Mais Macky Sall n'a pas fait la prison. Non, il faudrait qu'on vérifie. Bon, lui, il dit que non, il doit Ok. Toi, tu affirmes. J'affirme et je maintiens que Macky Sall n'a pas fait la prison. Monsieur, il y a 2 anciens premiers ministres, pas 3. Donc il faudra corriger. Vous dites qu'il n'a pas dué. Il n'a pas fait la prison. Il n'a pas fait du tout la prison. Il n'y en a que 2. Donc pas... Absolument. Il n'y en a que 2, il n'y en a pas 3. Alors, vous dites aussi que l'univers de l'hôtellerie est indissociable de la prostitution. C'est aussi vrai? C'est ce que j'ai écrit, oui. Ok, vous confirmez ça aussi? Bien sûr, c'est évident. Ok, Racine si va apprécier. Ok. Mauvaise foi. Non, mais c'est Racine si qui va. Mauvaise foi. Pourquoi? Non, mais je veux dire, pourquoi essayer c'est-à-dire de mettre un rapport entre l'écrit de monsieur et les idées que personnellement tu as. Tout à l'heure, tu parlais de clichés quand il a évoqué la maltraitance dans les daras. Mais je pense que tout le monde a encore ces images de ces jeunes talibés qui ont fait le boucle au niveau de la télévision de Walfadjri. C'est-à-dire, ça prétendre que l'univers des talibés est un univers où tout se passe bien. Quand même, c'est de la mauvaise foi, Mamadou, et je ne peux pas laisser passer ça. Le monsieur, il va attendre son tour. Hein, ok, le monsieur ne parle pas à moi parce que je n'ai jamais dit ça. Ok, j'ai jamais dit que l'univers des talibés était un univers rose. J'ai jamais dit ça. Ok, tu as seulement dit de clichés. C'est tout. Tu as seulement dit qu'il alors, il y a un autre cliché. Là, je ne suis pas d'accord. Vous dites. C'est rare parce que le Sénégalais est reconnu très avare en témoignages objectifs valorisant son compatriote, surtout devant des Occidentaux. Nous sommes jaloux les uns les autres. Mais en fait, ça, c'est dans le général. Souvent, c'est nous, Sénégalais seulement, qu'on voit ça très souvent. Les gens, quand tu dis même, vous allez à l'extérieur, on dit, vous connaissez tel Sénégalais, il a fait ça, il a fait. Les gens se font comme s'ils ne savaient pas. Ou bien quand les gens demandent des informations sur quelqu'un, bon, ça c'est quand même assez... Non, moi, quand on parle c'est typique, hein? Vraiment, je dis... Les noms Gorgui et tout ça, c'est sorti de ça. Oui, cette stigmatisation-là des Sénégalais, c'est sorti de ça. Parce qu'un Sénégalais ne dit pas du bien de notre Sénégal parce qu'il le connaît chez lui. C'est ça, en fait. Ah bon, il veut pas... Quand nous sommes étiquetés comme ça dans la sous-région. Il ne veut pas faire la promotion de l'autre Sénégal. Sénégalais dit que c'est un truand. Vous allez en Mauritanie, par exemple, et moi j'ai eu la chance peut-être d'être, parce que j'ai été en Mauritanie, que je peux voir ces images-là. Vous, peut-être vous ne pouvez pas le voir, mais un Ivoirien, quelqu'un d'autre va vous dire que le Sénégal est étiqueté de ça. Mais tous les Sénégalais ne sont pas comme ça. Oui, c'est ça. C'est nous, entre nous Sénégalais, ce que vous essayez de faire sortir ici, c'est que entre nous Sénégalais, nous sommes jaloux les uns les autres, donc nous ne faisons pas la promotion. Je ne fais pas la promotion de Sorna parce qu'elle est sénégalaise devant un occidental, juste parce que je ne veux pas qu'elle prenne ma place ou ma part du gâteau. C'est pas tout le monde. Ça, je pense que c'est très très caricatural et les Sénégalais quand même sont assez... Mais j'ai une dernière remarque. Alors vous avez dit qu'à la page 129, vous avez dit il n'avait pas 18 ans, donc ses péchés, y compris la fornication, n'étaient pas encore comptables. Est-ce que c'est à partir de 18 ans que les péchés commencent à être comptables? Non, ça veut dire que lui, avec sa connaissance, comme il l'a interprété, c'est une sorte d'échappatoire qu'il a trouvé. Il dit que peut-être lui, il n'est pas encore majeur. Vraiment, avec tout ce qu'il a appris, qu'il le maîtrise ou non, il pense qu'effectivement, lui, il est à l'abri. Donc 18 ans, c'est nous qui parlons de 18 ans dans l'état civil et autres. Pour ça, et même nous disons même 17 ans. C'est pour ça que je suis un peu étonné. C'est comme si dans la religion... Mettez-vous à la place de l'enfant. Il ne faut pas parler en tant que moi. Non, mais là, vous parlez de manière générale, c'est vraiment pas l'enfant. Vous dites Bruno lui imposait une torture qu'il avait déjà vécue, même sans l'alias de billets de banque, il serait plié à ses exigences. C'est lui qui réfléchit dans la tête de Seydou. C'est l'enfant qui réfléchit en ce moment. Et qui dit que s'il n'a pas 18 ans, il n'a pas... Au moins, il trouve une solution, au moins de quoi s'accrocher. Des fois, vous êtes là, vous savez très bien que vous n'avez pas de solution. Mais vous trouvez quelque chose au moins, vous allez vous accrocher à ça. C'est comme votre bouée de sauvetage, quelque chose comme ça, un tronc d'arbre qui passe devant un noyé comme ça, là, quelqu'un qui va se noyer, il s'accroche dessus. Des fois, c'est un espoir, même si c'est un faux espoir. Ma dernière question, c'est que... Sinon, on laisse Sorna intervenir, après tu reprends la parole. Sorna, oui. Bon, moi, je veux dire, le livre de Maman Moussa m'interpelle pour une raison toute simple. Moi, je suis allée sur le terrain d'abord.
tout le monde le sait, je suis une romancière qui va sur le terrain. Donc toi, tu ne fais pas comme Tounkara, quoi. Toi, non, tu vas c'est vrai. sur le Moi, terrain. j'ai fait 15 ans d'enquête sur le milieu de la prostitution, sur le milieu de la pédophilie et sur le milieu, en fait, tous ces milieux de la nuit, comme je l'appelle, ou de la violence infantile. D'ailleurs, donc, c'est un milieu que je connais très bien. Et quand j'ai lu son livre, j'ai retrouvé des éléments. Au Sénégal, on rêve, mais il y a des prostituées de 6 ans qui sont envoyées sur la rue par leur mère. 6 ans. Qui sont envoyées dans les rues par leur mère, accompagnées par leurs sœurs, beaucoup plus âgées. Au Sénégal, il y a des enfants qui se font violenter, que ce soit la violence physique ou la pédophilie, que ce soit tout type de violence. Moi, je dis tout le temps, les mères peut-être sont quelque part aveugles de penser que il suffit de prendre un enfant, de le mettre entre les mains d'un inconnu ou d'un parent. En général, ce sont les parents qui se livrent à ces activités, des proches, pour se dire quelque part, oui, l'enfant est à l'abri. Aucun enfant n'est à l'abri. On est dans un monde actuellement où aussi bien les garçons que les filles sont en danger. Et le parcours de Seydou, peut-être, comme je dis, l'auteur a tendance à aller au boutiste. C'est une manière, peut-être pour lui, de mieux faire prendre conscience du danger. Mais c'est une réalité au Sénégal. Des enfants se font violer à 7 ans, 5 ans, 3 ans, 6 mois. 6 mois. Des petits garçons. Non, j'ai vu dans les journaux, mais parfois je me dis, est-ce que c'est vrai? Et moi, je veux dire, j'ai eu à faire des enquêtes. Tu as vu ça, toi? J'ai été mère de Dara. Tout le monde sait ce que ça veut dire. J'ai eu 20 talibés que j'ai été obligée d'accueillir chez moi tous les jours, tous les samedis. Je les amenais chez moi et je leur remettais l'argent de la semaine pour qu'ils n'aillent pas dans la rue. Parce qu'eux-mêmes, ils me racontaient ce qu'ils vivaient au jour le jour. Qui est violé à 6 mois. Ça mérite des applaudissements, ça. Il ne faut pas. Je pense que l'auteur, quelque part, a un mérite. Il a un mérite, c'est d'oser, par le verbe, par l'écriture, d'oser dénoncer des choses qui existent. Au Sénégal, il faut qu'on arrête, comme je dis, d'être dans cette société d'apparence ou de non-dit, où tout le monde fait la politique de l'autruche, où on aime bien entendre ce qui chante bien à notre oreille, alors que la réalité est tout autre. Dans ce pays, les enfants sont en danger. Qu'on le veuille ou non, ces enfants dont on parle. Mais est-ce que c'est propre au Sénégal, peut-être? Non, mais je veux dire, c'est général. Est-ce que n'exagère pas? La réalité dépasse la fiction, quoi. La réalité dépasse la fiction. Et je me rappelle quand je quittais la France en 2001, à l'époque, le réseau de Thaïlande avait été démantelé, les pays asiatiques. Et dans les documents que nous avions reçus à l'époque, parce que moi j'étais dans l'humanitaire, on recevait, moi j'encadrais soit les femmes qui étaient en prison ou d'autres femmes, les réfugiés de Rwanda, de Bosnie, etc., du Zaïre à l'époque et tout ça. Et on nous avait mis que le Sénégal était sur zone rouge parce que tous les pédophiles d'Asie risquaient d'atterrir au Sénégal. Et quand je suis venue au Sénégal, 2 ans, 3 ans après, on a commencé à parler de ça. Parce que c'est vrai que je travaillais à l'époque avec certains amis qui étaient à la brigade des mœurs. J'accompagnais d'ailleurs certaines personnes sur certains lieux et j'avais vu des choses que personne ne pouvait. Si on me l'avait dit dans mon petit carré, cocon, bien truc, j'y aurais jamais cru. Mais ça existe. Ça veut dire que vous avez osé dire ce que tout le monde, c'est-à-dire beaucoup de Sénégalais ne penseraient pas à ces choses-là. On a vu au Sénégal dernièrement des choses qui se passent que personne n'aurait pu imaginer. Et pourtant ça se passe. Mais la force d'un pays, c'est de se rendre compte de ce qui se passe, de pouvoir protéger les enfants le plus possible parce que tout enfant qui est dans la rue est en danger. Tu vois des talibés à minuit dehors. C'est-à-dire que s'il y a un marabout qui est supposé les protéger, mais qu'est-ce que ces enfants font à 1 h du matin dehors? Moi, je pense que moi, je suis très à l'aise, vous imaginez. Parce que souvent, il y a des choses, comme je l'ai dit, que j'ai dû enlever pour justement pour que les gens ne pensent pas que c'est uniquement de la fiction. Parce que toute la base, comme je l'ai dit, elle est vraie. C'est des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vues, de mes yeux vus. Même s'agissant de l'enfant, par exemple, un mineur, je vous dis que j'ai eu le témoignage d'une femme qui m'a dit que
elle baptisait. Elle avait dit 6 mois, elle baptisait, elle avait laissé son enfant, en tout cas. Ça, c'est ça. Peut-être elle, c'est son imagination, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a trouvé son mari sur l'enfant, un enfant qui naît, son mari. Oui. Son mari. Oui. Imaginez, un enfant, vous parlez de 6 mois, oui. plus petit que ça. Mais c'est pas normal. Il est malade. Il n'est pas normal. C'est pour ça que moi, l'intervention de qu'elle a dit, ça existe ou non. Honnêtement, ce que Sokhna dit, moi je trouve que c'est exagéré. Ah bon? Il y a des individus qui ne sont pas normaux, qui font des choses, qui couchent avec leurs enfants, qui couchent avec des... C'est une justification facile. Hein. Moi, je trouve que c'est une justification. Un individu... Un très bon travail. Mais Maman Moussa Diaw, un individu qui couche avec son bébé d'une semaine, il n'est pas normal. Il y a des individus... Pendant cette semaine-là, la femme, elle vient d'accoucher. Oui, mais c'est ça. Cet individu... Mais il aurait pu aller voir des prostituées, il aurait pu aller assouvir son désir ailleurs. Mais sur un enfant, sur un bébé de 6 mois, cet individu... Il est malade. Il était tremblant. Je vous décris, hein, il était tremblant comme ça. Il est malade. Mais attendez. Non, mais il est bien placé pour savoir qu'il est malade. Il est malade, il le sait. Le fait qu'il soit malade n'est pas une raison pour qu'on laisse des gens souffrir. On n'a pas dit ça. On a dit, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des individus qui couchent avec des enfants, des bébés, qui couchent avec des chiens, des chats, avec des cadavres, avec tout ça, ça existe. Ce sont des individus qui ne sont pas normaux. On ne peut pas prendre une société et faire de ces gens-là un miroir pour la société. C'est pas possible, Sokhna. Tu ne peux pas faire ça. Non, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Hein. Elle a pas stigmatisé. Elle a décrit. Elle a dit que ce sont des cas qui existent. Qui en souffrent, qui sont là. Qu'il ne faut pas se fermer les yeux. Qui dit que ces cas le cas du bébé de 6 mois, je te donne un exemple. Le cas du bébé de 6 mois. Le gars est malade. Le papa lui a remis la couche et le bébé était en train de hurler. À un moment, les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleure tout le temps? On l'a évacué à l'hôpital. Et le médecin lui-même, c'est quand on a enlevé la couche qu'on a vu le sang. Oui. Ce sont des cas qui existent. Même si tu dis que... pas dit que ça non, mais c'est pas une généralité. C'est des cas, Sokhna, de malades mentaux. Et on ne peut pas regarder. Mais ils sont directeurs généraux de société. On n'a pas stigmatisé. Mais ce que ça ne change rien qu'il soit directeur ou palefrenier. Mais ça change. Non, le problème c'est que on est tous d'accord que ce qui est décrit dans le livre, ce que je veux dire à Sokhna, c'est très simple. C'est qu'un enfant, il a besoin de protection, il a besoin d'affection. Donc l'enfant qui est dehors, laissé à lui-même, il est en danger. C'est évident. Il n'y a rien à dire. Maintenant, là où... Mais Sokhna, tu ne dis pas ça. Ah si. Sokhna, ce qu'elle dit, c'est que oui, dans notre société, on laisse les enfants. On ne doit pas laisser les enfants. Bon, maintenant, Maman Moussa Diaw, c'est pour ça que moi, j'ai un problème avec votre conclusion. Parce que... C'est vous qui en faites une conclusion. Parce que vous terminez par parler de nouveaux types de dara. Okay? Vous décrivez un dara sinistre, un dara où les chambres n'auraient pas honoré du bétail, etc. Et finalement, vous finissez par un dara où les enfants sont en uniforme, les enfants sont bien traités. Ça existe déjà, ça existe déjà. Très bien. Oui, donc, et justement, le financement de ce dara-là, vous en faites l'affaire de Marcel et des associations de touristes, etc. Pour moi, c'est là où il y a un petit problème. Parce que notre sort à nous et notre futur, moi j'aurais bien aimé que ce roman finisse par nous montrer comment nous prenons nous en charge ces problèmes-là. Nous apportons des solutions qui sont conséquentes par rapport à nos réalités et que nous projetons dans le futur. Mais si nous voulons toujours dépendre de Marcel, de Bruno, de Jean-Marie, tout ça, mais nous ne nous en sortirons pas. C'est là où je trouve... Mais non, ça c'est juste l'étincelle. Ça c'est juste l'étincelle. Mais vous avez laissé de côté ce que le marabout a fait, ce qu'ils ont appliqué comme terme de culture en milieu urbain et autres, en fonction de ce que les enfants peuvent faire, avoir un métier. Je vous dis... C'est Marcel qui tient vraiment... Oui, Marcel tient une partie, mais dès l'instant qu'ils vont commencer à produire, et ça c'est une solution, parce que moi je ne peux pas être là et dire que je vais donner aux Sénégalais donc vraiment un code de conduite pour comment faire des arts modernes. Quand même, ça je ne peux pas le faire. Ce que je peux faire, c'est de donner des idées... Il parle d'une réalité, c'est ce qu'il décrit. Maintenant, si toi, Tunkara, tu trouves des solutions qui peuvent venir aider ces enfants-là dans les daras, mais c'est la bienvenue. Moi, ce que je dis, c'est que Maman Moussa Diaw, vous n'êtes pas là, comme vous dites, pour donner des solutions au Sénégal, faites là. Mais
en tant que romancier, on s'attend toujours à ce qu'il y ait une part d'inédit. On s'attend toujours à ce qu'il y ait quelque chose qui détonne par rapport à ce qui se fait tous les jours pour trouver des solutions inédites et qui nous projettent dans le futur. Parce que dépend de Marcel. Moi je suis médecin. Si je propose des solutions qui sont utopiques, je deviens quoi? Non, je ne parle pas d'utopie. Oui. Non, je parle de la réalité. Il faut que je propose quelque chose qui est là, qui est réel, qui est faisable surtout. Vous avez décrit tout à l'heure son style. Ma mission, ce n'est pas de diagnostiquer et de laisser comme ça. Je propose juste un traitement accessible. Ce que je dis. Et ce traitement accessible, c'est ce que j'ai proposé ici. Maintenant, vous pouvez ajouter, vous dites non, ça ne marche pas, il faut ajouter cela. Docteur, j'ai fait cela. Les sociétés, les ONG qui ont l'habitude de travailler. Et vraiment, je félicite. Au Sénégal, il y a des ONG qui font vraiment du travail extraordinaire. Extraordinaire. Et ça aussi, il faut les féliciter. Vous n'avez pas été, vous, victime de pédophilie? Moi, non. Non. C'était la question que j'attendais depuis tout à l'heure. Je savais qu'il allait nous sortir ça. Donc, il a raison. C'est un excellent roman vraiment que je conseille à tout le monde, Maman Moussa Diaw. Je pense que donc on va retrouver Abdoulaye pour la deuxième partie. Je ne sais pas si monsieur vous avez quelque chose à ajouter au moment. Non, à part vous remercier. C'est nous qui vous remercions d'être notre partenaire pour cette émission. Remerciement à la CERTEC, merci à Maman Moussa Diaw et à tout à l'heure. C'est un honneur.